Et bonjour et bienvenue pour le troisième épisode des magazines de l'ABC. Donc aujourd'hui il fait un peu frais, je suis toujours en compagnie de Philippe et Quentin. De quoi on va parler sur cet épisode? Je sais qu'on va aller en Vendée. Ah là, on rentre dans le dur, Philippe. Ah oui, on va chez nos amis vendéens qui ont eux aussi une dynamique incroyable et puis ils abordent les problèmes d'une façon très entreprenante au niveau du nombre de personnes sur les exploitations. On a des GAEC avec des associés, des salariés. On n'hésite pas à mettre plusieurs machines en route en même temps, etc. Donc c'est très dynamique, les groupes vendéens. Et puis ensuite on ira, tu vas nous le dire parce que Oui, on va donc d'abord on a une super présentation de Samuel Oyex, l'animateur du Gap Vendée, et qui va également en fait laisser la parole à Julien Guénaud et Valérie Grelot qui vont nous présenter un peu ce qu'ils font sur leur ferme. Et ensuite on aura deux témoignages. On parlera du coup, là je dis quand on rentre dans le dur, c'est qu'on rentre dans le dur de l'intensification végétale. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Intensification végétale, on joue d'abord sur le sol qui permet de faire pousser nos plantes. Et donc on va réorienter, essayer de diminuer le travail du sol, tout ça on en a déjà parlé, les couverts végétaux, etc., culture associée. Et ensuite on a le sol qu'on a et c'est sur un pas de temps long. Donc du coup on va essayer de jouer sur la plante pour quand même avoir un revenu et activer tout ça. Donc on va aussi parler macération. Donc on va parler diminuer au maximum le travail du sol avec Frédéric Barbeau et le mulching de surface, et on parlera avec Stéphane Biot de macération. voilà. Allons-y, on peut peut-être... Partons en Vendée alors, on va voir Samuel Oyex et toutes les solutions et ce qu'il a mis en place, qui doit être très inspirant. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Donc je vais présenter d'abord le groupe vendéen, ce qui se fait en Vendée. Je ne vais pas montrer de chiffres, je vais plutôt balayer un peu tout ce que j'ai pensé qu'il serait utile de vous partager pour partager des idées, des possibilités. Et puis après, je laisserai Julien et Valérie présenter un peu plus leur système avec des choses un peu plus concrètes, un peu plus ciblées sur des cas concrets. En Vendée, on a un groupe d'agriculteurs qui sont motivés par ces thématiques d'agriculture bio de conservation depuis 5, 6, 7 ans, ça dépend un peu lesquels. Et il y a 3 ans, en 2017, s'est formalisé un groupe financé 30 000. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ces choses-là, mais pour nous animateurs, c'est important parce que ça veut dire qu'on est payé ou pas. Et ça regroupe 20 à 30 participants, une cinquantaine d'intéressés, mais en fait on voit en gros 20 à 30 participants sur les journées, avec certains qu'on voit plus souvent que d'autres. C'est un groupe qui est co-animé, qui a la particularité d'être co-animé par le GAB, donc moi, et puis la Chambre d'agriculture, Stéphane Anquier, qui est mon collègue. Et voilà, ça marche pas mal. Je vous explique un petit peu comment on fonctionne. On fait en gros 3-4 rendez-vous collectifs par an sur les fermes de l'un ou l'autre des membres du groupe. L'idée, c'est d'abord, on fait un tour de table un peu comme on a fait tout à l'heure, qui a fait quoi cette année, réussite, échec en TCS bio. On parle matériel, on parle des itinéraires techniques, on essaie de faire des choses bien précises, de rentrer bien dans le détail, comment on a géré les résidus. Et puis nous, les animateurs, on gratte, et puis on essaie d'avoir toutes les infos, mais il en manque toujours un peu. Voilà, et après, la ferme qui accueille présente un peu comment elle fonctionne, elle aussi ses réussites et ses échecs, et puis après, selon la saison et ce qu'il y a à voir, on va voir les parcelles, on va voir ce que ça donne dans les champs, on fait un petit tour aussi du parc matériel, et puis voilà, c'est fini. Après, du coup, c'est pas fini parce qu'il y a un forum WhatsApp aussi qui permet à ceux qui sont équipés, puis que ça intéresse, certains plus, d'autres moins, de continuer les échanges à distance avec WhatsApp. Voilà. Et puis d'autres types de formats qu'on utilise aussi, on fait des voyages d'études. En 2018, on était allé chez Frédéric Barbeau, en 2019, on est allé chez Patrice Le Calonnec, et on est venu dans le Gers l'année dernière lors du colloque. Et puis on a visité des fermes aussi de Gersois. Voilà, et on fait également des formations. On a fait intervenir, Thomas a parlé tout à l'heure des travaux de l'ISARA. Donc on a fait intervenir l'ISARA aussi sur le sujet pour qu'elle nous dise un peu ce qui se fait du côté de la recherche. On a fait intervenir Quentin du Gers et puis avec Georges Joya. Et l'année dernière, cette année en 2020, Guillaume Tan sur la partie plutôt BRICS, TCO, EM, apport foliaire, des choses qu'on commence un peu plus à discuter dans le groupe. Voilà. Après au niveau diffusion, ça nous intéresse aussi de diffuser un peu nos avancées.
Donc on a fait des journées qui ont bien marché, qui ont attiré pas mal de monde, 30 à 50 personnes sur les TCS Bio. On a fait aussi des démonstrations de matériel, ça intéresse toujours pas mal les producteurs. Et puis la grosse diffusion qu'on a fait pour le moment, peut-être que vous les avez vues, une série de 8 vidéos qu'on a fait qui s'appelle « Implanter une culture après prairie sans labour et en bio » chez Julien, avec le suivi pas à pas d'un itinéraire technique de semis de métail fourrage en semis direct dans des prairies, avec destruction rotavator et après semis de maïs avec différents types de préparation de sol derrière le rotavator, de la reprise au cultivateur à 15 cm jusqu'à des essais sans aucune reprise avec le semoir direct dans les résidus. Donc on peut voir étape par étape comment ça a marché, ce que ça a donné. Sachant que c'est une année donnée, voilà. Ça c'était pour dresser un peu le tableau de qui on est et comment on fonctionne. Après j'ai voulu aussi dresser un tableau en polyculture élevage et en système céréalier, c'est quand même assez différent de ce qu'on peut voir en Vendée. Alors la particularité en système polyculture élevage, c'est que effectivement, je vous apprends rien, mais je vais quand même le résumer. On a la prairie qui permet de gérer le salissement, quand même, c'est un sacré levier, dans un système où on veut se priver du labour, se passer du labour. Après, dans des systèmes où on a des métails couvrants, on a des maïs en silage avec peu de résidus, donc on a quand même moins de résidus, on peut avoir moins de résidus à gérer que dans des systèmes céréaliers. Et un truc très important, la possibilité de valoriser une culture ratée ou trop sale en fourrage. Ça, c'est pas donné aux céréaliers, c'est quand même un point important. Alors, un premier exemple d'itinéraire technique qu'on voit qui permet de minimiser la préparation de sol, c'est semer une prairie, au lieu de la semer à l'automne en préparant le sol, la semer à la volée dans une céréale au printemps. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, voire la majorité, qui connaissent la technique. Fin février, début mars, la prairie est semée, et puis après, passage de RC-tri, roulage. Ça, il y en a plusieurs qui le font, c'est désormais quelque chose qui fonctionne assez bien. Sous réserve qu'on puisse rentrer dans la parcelle en février et mars, pour certains c'est pas possible. Donc l'autre technique adoptée par ceux qui sont dans ce cas-là, ça va être d'implanter la prairie avec le métail directement à l'automne. On sème le métail dans un sens au 15 octobre chez nous, et puis la prairie, je sais plus ce que je dis, oui, le métail dans un sens, la prairie dans l'autre le même jour. Et puis voilà, ça marche plutôt pas mal, ça permet de faire un pâturage assez vite en août, en septembre, en octobre, selon l'année aussi, et ce qui tombe comme eau à l'été. Voilà. Pour ce qui est des implantations de printemps, donc maïs après prairie, ce qu'on voit chez nous, c'est qu'il faut bien anticiper, je pense que c'est vrai ailleurs aussi, bien anticiper dès l'automne de casser la prairie, parce que la casser au printemps, c'est pas facile. Et à ce moment-là, pour certains, ça va être 2 à 3 passages de disque ou de dents à l'automne et un semis de métail fourrage en combiné. Mais du coup, ça minimise pas vraiment le nombre de passages. D'autres préfèrent passer un rotavator. La prairie va repartir, mais un petit peu, et puis ce sera d'ici le printemps, on aura le temps de s'en arranger. Donc semis au combiné derrière. Pour certains, ça va être comme ici, j'ai mis une photo d'un agriculteur qui passe juste de la rotative dans la prairie et qui sème un métail fourrage, qui va se ressalir, enfin qui va se faire coloniser par la prairie, mais comme il repart sur un maïs après, il aura le temps de détruire tout ça et de récolter ça en fourrage. Et des essais prometteurs dont Julien parlera, il fait des essais en semi-direct dans la prairie, qui fonctionnent pas trop mal. Un petit détail, un agriculteur qui parlait de striptil végétal, venir semer dans le couvert une févrole avec le GPS sur le futur rang du maïs pour déjà faire le travail du sol. C'est beau sur le papier, pour l'instant c'est pas encore fonctionnel, mais en tout cas c'est une idée intéressante. Voilà. J'ai mis un exemple, donc ça c'est un métail fourrage chez Julien, se met en direct dans la prairie, ça marche pas trop mal, il y a des choses à développer encore, et ici vous devez pas trop voir, mais au milieu il y a la prairie qui n'a pas été sursemée, à gauche la prairie sursemée avec un passage semi-combiné, avoine, trèfle, pois, févrole, et à droite la même chose en semi-direct dans la prairie, et Julien nous disait ça marche, il était plus satisfait avec le semi-direct dans la prairie, mais il vous en reparlera. Alors là j'ai mis un gros pavé, métail grain semi en simplifié à l'automne. Il y a différentes techniques qui sont utilisées, des techniques avec la bêche roulante, là le compile pour ceux qui connaissent, semi à la volée et donc travail assez simplifié. D'autres préfèrent bricoler une grosse herse à paille avec des descentes de semis, donc là travail très simplifié, ça se lie pas mal, mais pour l'instant il est plutôt satisfait.
un autre agriculteur qui fait du déchômage de prairie à l'automne, un passage de disque, un passage de dents. Il sème au combiné un triticale avoine pois, donc là encore la prairie elle repart énormément avec. Mais en fait avec une fauche avant la récolte, il arrive à récolter 20-25 quintaux de grains et puis la prairie repart. Donc lui, ça lui va comme ça. Des essais qui sont utilisés à l'automne avec le rotavator, donc semis d'un métail fourrage à la volée, par exemple sur des cannes broyées de maïs, grains, et puis un seul passage de rotavator à 5 cm. Donc pour un métail fourrage, là, chez Romain par exemple qui fait ça, ça marche pas mal pour des métails fourrage. Il a essayé pour un blé févrole qu'il voulait récolter en grains. Pour l'instant, c'est pas encore satisfaisant, donc là il revient à passer d'abord un rotavator et après semer au semoir combiné en ligne. Voilà. Et donc ce qu'il retient, c'est qu'il faut semer plus tôt pour compenser le démarrage lent parce qu'il y a moins de minéralisation. Et puis semer plus dense parce que le rotavator à 5 cm, on maîtrise mal la profondeur de semis. Donc voilà, il faut trouver les adaptations à faire. Voilà, et là j'ai mis un autre exemple qui n'a pas marché, je le dis tout de suite, mais c'est intéressant. Un agriculteur qui a semé un couvert de tournesol derrière un blé de printemps-février, je crois. Et puis derrière, il est venu, donc comme c'est une culture gélive et qui va de toute façon finir son cycle avant l'hiver, il vient semer en direct un orge pois fin novembre dans des conditions très limites. Donc en direct, la culture s'est bien développée, jusqu'au mois d'avril ça marchait pas trop mal. Et puis après il y a eu un épisode un peu de sec au mois d'avril là, cette année. Et j'ai pas plus d'informations, moi j'aurais bien voulu aller voir à la bêche comment ça se passait vraiment dans le sol, pourquoi ça s'était pas développé comme il le voulait, mais en tout cas ça a été cassé puis mis en maïs derrière. Mais ça reste un essai intéressant. Voilà. Pour ce qui est des cultures de printemps, on a de plus en plus d'adeptes du rotavator, il y en a plusieurs qui le font ici également. Laisser 3 semaines de dégradation et puis venir semer la culture de printemps derrière, ça marche pas trop mal. Avec une reprise, alors pour certains avec un cultivateur qui va venir dessous le passage du rotavator, pour d'autres à la herse rotative. Et on peut voir ici là, le semis de maïs dans les résidus. L'inconvénient du rotavator, pour certains, c'est que ça consomme dur et puis ça avance pas bien vite. Alors s'il faut faire un deuxième passage, il y en a qui trouvent que c'est trop lent. Pour autant, j'entends beaucoup de retours positifs quand même, pour en reparler. Des essais, là je ne vais pas trop m'étendre sur la prairie céréalière. Je ne sais pas si ça vous parle de semer des métailles grains dans la prairie et puis selon l'année récolter un peu ce qui vient. Et pour finir en polyculture élevage, j'ai mis un dernier point aussi, savoir faire vieillir ces prairies. L'autre jour avec le groupe, on est allé chez un agriculteur du groupe qui n'est pas le plus avancé à avoir le plus beau semoir direct ou qui ne fait pas les plus belles associations, tout ça. Par contre, il fait bien vieillir ces prairies. Et pour moi, c'est ça aussi les TCS bio et moins travailler le sol. Voilà. Donc ça, c'était pour les systèmes polyculture élevage. Après, en système céréalier, chez nous, on peine plus. Il y a moins de motivés, il y a moins de choses qu'on voit. Et déjà, je voulais rappeler pourquoi il n'y a pas la prairie. C'est un peu le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas la prairie. Et la prairie et le labour, c'est 2 outils majeurs pour gérer le salissement. Donc là, si on se prive des deux, c'est quand même assez compliqué, pas impossible. Et on n'a pas de valorisation en fourrage des cultures ratées. En plus de ça, nous, dans notre contexte vendéen, on est allé rencontrer des céréaliers qui réussissaient mieux que nous, on va dire. On est allé dans le Gers, on est allé voir Frédéric Barbeau. Et ce qui ressort, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes contextes. Déjà, chez nous, on peut faire 60 quintaux en blé bio. Donc ça donne moins envie d'aller tester des nouveaux trucs un peu innovants. Et ça donne plus envie de sécuriser le système. Sachant qu'on est dans je parle là plutôt de la plaine du sud Vendée, on est plutôt dans des systèmes avec gros niveau de charge, du gros matériel qui coûte cher. Donc il faut rembourser tout ça. Et puis dans un système aussi assez intégré qui fait il y a moins l'habitude de voir de la marge de manœuvre, des nouvelles choses qui se font. Donc c'est plus timide, c'est ça que je veux dire. Pour autant, ce qui paraît pas mal, c'est plus sur la partie intensification végétale que sur la partie supprimer le labour ou travailler sur la profondeur, mais c'est comme ça que je le vois. Une des choses qui est assez classique et qui se développe pas mal, c'est les semis de trèfle dans les céréales, on l'a vu tout à l'heure, anticiper la date de semis des couverts végétaux, puisque l'été on voit que c'est compliqué. Ça marche pas trop mal, ça demande qu'à se développer, et ça peut être encore une fois soit semé au printemps, et dans les terrains hydromorphes, ça peut être aussi semé à l'automne. C'est assez prometteur. Dans le maïs, c'est un peu plus compliqué. Il y a des belles choses qu'on peut voir sur photo comme ici. En fait, dans la pratique et en routine, c'est plus compliqué.
Un autre détail pour les éleveurs aussi, pour repartir en prairie derrière alors qu'on a buté le maïs, c'est compliqué d'avoir un terrain plat. Donc c'est un point qui est encore à régler. Et j'ai marqué pas assez de lumière pour le trèfle. Ici on peut voir un maïs, il y a eu un couvert à 200 kg/hectare qui a été semé dans un maïs à 75, il n'est pas très beau, il y a un laitron là. Et c'est pas très joli. Par contre, le même maïs ici à écartement 1,50 m, Valérie va nous en parler après, le même couvert, on voit qu'il est là. J'ai pris là, c'est pas quoi, c'est toi qui as pris la photo dans un bel endroit de la parcelle, mais globalement c'était quand même à couper au couteau la différence. Quand la lumière rentre, le couvert il se développe. Voilà, donc ça j'en dis pas beaucoup plus, un essai de maïs à écartement 150 cm, Valérie va en parler. Et un dernier exemple qu'on a vu cette année, qui est aussi prometteur, un relais cropping, là, culture relais de soja dans du triticale, au 17 avril. Et niveau rendement, sur la parcelle où il fait le soja en pur, il est à 43 quintaux, je crois, alors qu'ici il fait à 8 quintaux en soja irrigué, 2 quintaux là où il n'est pas irrigué. Donc c'est pas une technique qu'on va diffuser largement tout de suite, mais en tout cas c'est intéressant et prometteur. Voilà. Donc pour terminer, moi ce que je voyais à peu près quand même se développer, c'est que en système céréalier, on a besoin d'intensification végétale et on a aussi besoin de s'ouvrir peut-être à des nouveaux matériels. Par exemple, pour la gestion des résidus, il y a un agriculteur là, du groupe qui a ce qu'il appelle une hersétrie à grand dégagement qui bourre moins. Il y a aussi les herses rotoétries qui peuvent permettre, selon les modèles, de moins bourrer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, dont on entend de plus en plus parler par chez nous et probablement par chez vous aussi, c'est les faucheuses endeineuses, notamment pour gérer des associations qui vont avoir une maturité différente ou pour gérer des semis qu'on veut conduire à grain avec des prairies. Et puis après j'ai marqué qu'est-ce qu'il faut attendre un peu de ces nouvelles techniques dont on a parlé, par exemple ce qui est essayé pour gérer les couverts permanents par Arvalis, là j'ai mis une photo en bas, pour gérer des couverts permanents en bio avec des rotations tournesol blé. J'imagine que ça coûtera aussi très cher comme matériel. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ça? Est-ce qu'il ne faut pas l'attendre? Est-ce qu'il faut l'attendre? Et en perspective, ce que j'ai marqué un petit peu en vrac du groupe, c'est que pour l'instant le groupe on travaille beaucoup à partager des itinéraires techniques et ça nous prend déjà pas mal de temps. Mais les trucs qu'on voit un petit peu arriver, c'est ceux qui s'intéressent à la question du redox. C'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui s'intéressent à la question des EM, là, les micro-organismes efficaces, on en parle de plus en plus, les TCO, compost, les cultures relais, on se pose pas mal de questions, enfin moi j'ai pas mal de questions sur les semis de blé dans la luzerne. On n'a pas forcément de réponse nous en Vendée pour l'instant, mais on tend l'oreille, on écoute et on en parlera sûrement ces 2 jours. La maîtrise des couverts permanents, et puis je rajoutais aussi mieux observer l'effet de nos pratiques parce que c'est bien de voir est-ce qu'on va réussir absolument à faire du TCS, du SMI direct en bio, mais aussi pas oublier d'observer est-ce que c'est vraiment bien là quand j'ouvre le sol et que je regarde ma pratique, si le SMI direct il a marché, est-ce que c'était vraiment opportun. Et voilà, pourquoi pas, on en parlera aussi, un protocole commun de suivi d'indicateurs, mettre en commun plus de choses à ce niveau-là, au niveau national, et pour quel objectif? Si c'est pour faire plein d'analyses de sol et de matière organique et qu'on ne sait pas forcément quoi en faire derrière, pour piloter ses choix, ce ne sera pas forcément si pertinent. Et voilà, juste en guise de conclusion, avant de laisser la parole à Julien pour la suite, j'avais remis ici les 3 piliers de l'agriculture de conservation. Et pour moi, on a parlé d'intensification végétale, ça me paraissait tout aussi important que de travailler sur la question du labour. J'ai marqué supprimer le labour ne suffit pas pour avoir un sol fertile. Voilà, c'était ça ma conclusion. J'ai fait vite, mais c'est le marathon des décompactés, alors j'ai l'impression d'être dans le thème. Bon, je suis un peu troublé parce qu'en fait, je pensais qu'on passait tous sur l'exercice et je me rends compte que non. Donc voilà, moi je vous présente ma ferme, mais c'est vraiment en toute humilité parce que je pense que dans le tour de table, je suis pas dans les plus avancés, mais voilà, donc avec humilité, je vous présente ce que je fais. Voilà le GAEC, on est 5, on est 3 associés et 2 salariés, et c'est ce qui me permet aussi de faire beaucoup d'essais sur la ferme parce qu'on est nombreux. Donc ça me paraissait important de montrer. Voilà, donc la ferme, on est spécialisé, on fait que du lait bio. On a 196 hectares, donc 39 hectares par personne, donc ça nous oblige à avoir quand même une intensification en production à l'hectare importante, parce qu'il faut qu'on dégage de l'EBE comme pour faire vivre les 5 personnes aujourd'hui sur la ferme. Donc on fait 1 million de litres de lait sur les 196 hectares, avec de l'irrigation sur la ferme, mais quand même on est assez exigeant en termes de productivité fourragère. L'assolement sur la ferme, comme système laitier classique, 120 hectares sur les 196 qui sont en herbe, moitié pâturée,
moitié qui rentre dans une rotation un peu plus céréalière. 37 hectares de maïs, la moitié, allez, suivant les années, entre la moitié ou tout pour les vaches, mais le surplus est vendu, quoi. Donc ça c'est variable suivant les rendements. Mélange céréalier, c'est principalement triticale pois. Je fais de la févrole pure, ça c'est pour la protéine, ensuite pour les vaches. Et 3 hectares de pommes de terre en diversification. L'historique sur la ferme, en fait, donc moi je suis agriculteur que depuis 6 ans, donc c'est pour ça que je suis aussi très modeste, parce que j'ai que 6 années de culture derrière moi, donc j'ai pas 30 ans d'expérience. Bon, je suis arrivé dans une ferme dans laquelle il y avait un historique, ils ont arrêté le labo en 2003, et ils s'étaient convertis en bio en 2010, 4 ans avant mon arrivée, mais donc il y avait un certain historique sur la ferme. Moi, mon enjeu, c'est encore de développer nos techniques sur l'exploitation. Et donc, depuis mon arrivée, on s'est lancé sur le semi-direct partiel, évidemment, pas sur tous les itinéraires, mais on pratique le semi-direct. Donc, après, j'avais vu ton mail en disant qu'est-ce qui marche pas. Alors, j'ai bête et méchant, j'ai dit ça marche pas. Alors, chez moi, la fraise, ça marche. Et ça marche très bien parce qu'on a résolu plein de problèmes de détruire une prairie ou des couverts de manière efficace, rapide, tout en préservant la vie du sol. Donc pareil, en respectant le délai de 3 semaines, 1 mois entre date de mulching et puis date de semis. Ça marche plutôt très bien. Donc c'est assez pérennisé sur l'exploitation. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment un travail très très superficiel. Donc voilà la profondeur de travail. En fait, on la voit quasiment pas. Je viens taper juste entre la partie aérienne et la partie racinaire. Sur des prairies, j'ai des relevés quand même de régras. Le régras, il a quand même tendance à repartir. Donc c'est souvent un coup de scalp ensuite. Suivant les années, 2-3 semaines après la rota. Par contre, sur des métailles plutôt orientées avoine, dans lesquelles j'ai pas de régras, ça en un coup de scalp, c'est assez magique, mais ça repart pas, quoi. Ça marche aussi, donc on fait de plus en plus, parce qu'en fait, comme ça marche bien, on est en train de généraliser et de faire de plus en plus de surface, du semi-direct de métailles dans nos prairies. Ça, c'est assez magique. J'ai l'impression qu'on est un peu au début quand même de la découverte, mais ça booste la prairie. Tous les ans, depuis 4 ans, j'ai à chaque fois, dans plusieurs parcelles de ma ferme, 3 protocoles, c'est-à-dire je laisse ma prairie, je fais rien. Je viens semer ces métailles, ces mélanges, avec 2 protocoles, soit mon semeur est en soc en T inversé, soit avec un combiné classique. Et je compare au printemps mes rendements. Ça fait 4 années et ça sort toujours mieux, j'ai pas d'explication, mais ça sort toujours mieux en T inversé par rapport à mon combiné. Mon combiné, j'ai l'impression qu'il massacre un peu trop ma prairie et en fait, elle n'arrive pas à rattraper le retard en biomasse au printemps. Donc ce qui, pour l'instant, sur les 4 années, se dessine et quand même sur plusieurs parcelles, c'est qu'à chaque fois, la maximisation de biomasse, c'est avec le SMI en T inversé de mes métailles. Je suis en limon argileux, donc profond. Donc du potentiel, mais des sols qui sont très fragiles, qui se reprennent très très vite en masse. Donc de ça, septembre, 15 septembre. Dès que les pluies... par contre, il faut quand même plus de pluviométrie en amont que sur un semis de prairie classique. Parce que la prairie prend les premières... j'ai raté des semis quelquefois parce que je venais trop tôt. Donc j'attends quand même que j'ai suffisamment d'humidité dans le sol pour venir faire mes semis directs, quoi. Je me suis pris des gamelles en y allant trop tôt les premières années. Oui, pareil. Ah ouais, 1 million de litres de lait sur la surface, il faut que j'en sorte. Et du bon de préférence. Quelle densité ? Grosse densité. Grosse densité, souvent je mets quasi une pleine dose d'avoine, avec une demi-dose de févrole, avec une demi-dose de pois, avec des demi-doses de trèfle. Je bombarde, je suis en semence fermière, donc il n'y a que les trèfles que j'achète. Donc je ne me pose pas de questions, je charge la mule. Parce que ça c'est pareil, les premières années j'y allais un peu trop timidement. Comme je pense qu'il y a sur le pourcentage de levée, c'est très variable. Suivant la flore qui est présente aussi, ça change. Dans une même parcelle, le même mélange, il ne va pas réagir pareil aux différents endroits. Parce que comme la prairie à la base n'est pas pareille, ça ne se comporte pas pareil. Mais je m'en fous tant que ça maximise et que je fauche et que j'ensilre. Moi donc j'y vais, je bombarde avec plusieurs espèces et à grosse dose. Oui. Ouais, je vais... Non, 300 kg, c'est un peu fort. Je vais mettre du 60-70 d'avoine, je vais mettre du 70-80 de févrole, du 15 de pois, du 6-7 de trèfle. Reste 1 minute. C'est vrai? Il reste 1 minute? Ouais, bah tant pis. Donc, voilà. Après, à la limite, je vais m'arrêter que là-dessus. C'est que pour moi, on est au balbutiement. Donc là, j'ai une plateforme d'essai sur quelles sont les espèces qui s'arrachent sur du semi-direct en prairie vivante.
pour moi, j'ai l'impression qu'on a un champ d'exploration là. On est au balbutiement de voir quelles sont les espèces qui s'arrachent mieux, pourquoi. J'observe des choses, mais avant d'en tirer des conclusions, il faudrait tester plus large. Donc, je ne vous dirai pas tout le reste que j'avais prévu. Tant pis pour vous. Hein? Les gamelles, bah oui, parce que du coup, j'avais des gamelles à vous présenter. Bah, vous aurez vu que ce qui marche. J'avais prévu les gamelles. Gamelle de cette année, j'ai semé du trèfle sous couvert de maïs au 2e binage. Donc dans des endroits de la parcelle, ça marche, mais dans d'autres endroits, ça marche pas, donc pas généralisable. Qu'est-ce que j'avais mis que ça marche pas? Mon semis direct de maïs, tel qu'il est présenté sur les vidéos, je l'expérimente depuis 3 ans. Ça marche pas à tous les coups. Donc je me vois pas aujourd'hui faire mes 43 hectares comme ça parce que des fois je me prends des moins 10, moins 15 quintaux de grains, quoi. Donc moins 10, moins 15 généralisé sur 40 hectares, il me faut le B à la fin, quoi. Donc j'ai encore des choses à lever. C'est pas très loin du but, mais c'est pas généralisable sur les 43 hectares pour moi, quoi. C'est parti. Donc cette année, j'ai fait un essai de semer du maïs à... J'ai fait une comparaison dans la même parcelle, de comparer du semis de 75 cm et du 1,50 m. L'intérêt, c'est d'apporter de la biodiversité dans un maïs qui est souvent en monoculture ou sans rien du tout. On n'a pas de couvert, l'efficacité de faire monter des couverts en biomasse. Donc là, c'est un essai qui a été fait un peu à l'arrache. On a des conditions de semis au 18 mai qui n'étaient pas favorables. On a eu 110 mm au 15 mai. J'ai eu 2,50 m d'eau dans une parcelle. Donc très compliqué. On l'a mis quand même en place. Donc là, on est sur un précédent maïs, antécédent maïs, avec le passage de rotovator sur 4 cm. J'ai mis mes effluents d'élevage et je suis revenu passer un coup de rotatif 2 jours avant mon semis. Et on a semé, donc là, c'est un semis en double passage, parce que je n'ai pas un twin row. Mais je voulais semer en twin row dans le sens où, plutôt que on garde la densité hectare, donc j'étais sur du 95 000 plants hectares, et plutôt que de le semer à 8 cm, on est sur un semis à 16 cm d'écartement sur chaque rang. Ce qui permet d'explorer beaucoup plus de surface au niveau foliaire et moins de concurrence. J'avais déjà fait des expériences en conventionnel, en semant en 75, mais en double rang, et j'avais une augmentation de rendement de 10%. Donc là, je voulais un peu reproduire ça en bio. Donc là, on est sur la levée, c'est un passage de hercétrie, aussitôt le semis, pour contrer les corbeaux, parce que je suis souvent attaqué par les corbeaux. J'ai fait l'expérience de laisser 20 mètres non étriés. Je suis revenu le lendemain, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, l'effet hercétrie, aussitôt le semis, c'est positif. Dans la technique, après, on passe en aveugle quand le maïs a un germe de 1 cm. Et après, je suis repassé à la mineuse au stade 6 feuilles. Donc là, je voulais semer mon couvert dans le maïs. Et là, je suis encore repris 80 mm. Donc on a repoussé encore de 8 jours le semis. Donc le semis de couvert s'est fait aux alentours du 18 juin. Et l'idée, c'était de semer du blé avec mon couvert. C'est-à-dire faire mon semis de blé de l'année d'après à ce moment-là. Je ne suis pas encore au point, je pense qu'il y a des choses encore à travailler. Mon couvert est trop efficace et il détruit mon blé. Mais par contre, il a une efficacité très importante sur la levée de quenopone, morel et tout le reste. J'en ai pas, quoi. Et comme là, j'avais un semoir frontal qui était de 4,50 m, et il me fallait un semoir frontal de 5,50 m pour couvrir vraiment les interrangs extérieurs. Donc les interrangs extérieurs n'ont pas mis autant de semences. Et là, on avait une levée de quenopone, morel. On avait vraiment la comparaison couvert et pas couvert, quoi. Après, sur l'intérêt du 1,50 m, c'est qu'on apporte beaucoup de biodiversité. On a beaucoup d'insectes, beaucoup d'abeilles. Et dans le sol, je suis sûr qu'on augmente aussi la biodiversité. Donc en fait, on fait une culture à valeur ajoutée. On a du maïs, on a de la fertilisation. Et on peut aussi, l'objectif, c'est aussi de faire une production de miel. Parce que j'ai commencé à développer une production d'apiculture. Donc mon intérêt, c'est de faire quasiment 3 récoltes, parce qu'on dit une 3 récoltes, si la troisième, ce sera la fertilisation pour mon blé suivant. Mais je reste toujours dans un objectif de semer mon blé au mois de juin. Donc je suis dans la recherche de variétés peut-être plutôt anglaises, plus tardives. Là, je n'étais pas dans l'enrobage de semences, je vais développer l'enrobage de semences, donc type Jean-Charles de Villiers. Là, j'ai fait un enrobage acide humique et fulvique avec du jus de lombricompost. Donc j'ai fait un test de levée comparé à rien du tout. On a 2 jours de levée
plus rapide que sans enrobage, quoi. Après, sur le rendement final du maïs à 1,50 m et 75 cm, on n'a pas de différence dans mon essai. Après, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Avec du recul, la variété que j'avais mis en place, c'était du 92-34 de Supionnaire, sans en faire de plus. Il n'est pas adapté à ce type d'essai. Il faut prendre des variétés flex. Et après, sur l'orientation du rang de maïs, j'étais donc est-ouest. Et en fait, il faut faire un semis plutôt nord-sud, pour qu'en fait, le soleil pénètre dans toute la partie foliaire du maïs. Là, on se retrouvait en fait, ce côté-là, il avait plus de lumière que ce côté-là. Après, l'autre avantage du Twin Row, c'est qu'en fait, je l'avais déjà remarqué quand j'avais fait des essais en conventionnel à 75 cm, c'est que vous captez 99% de l'eau qui tombe sur les deux rangs. Et l'interrang, il n'a quasiment plus rien, quoi. Donc en fait, on fait quasiment de l'irrigation localisée, quoi. On augmente l'efficience de l'eau, parce que je suis en irrigation là, c'est un contrôle. Donc on augmente l'efficacité de l'eau qui est apportée. Après, je pense aussi l'intérêt du couvert entre les deux, il diminue la quantité de nitrite qu'on a par les effluents, qui fait en fait diminuer le rendement du maïs. Parce que je suis rendu à faire des analyses foliaires, et donc je gère la fertilisation foliaire aussi en même temps. Donc il y a des intérêts. Je suis en relation avec un agronome syrien là, qui a fait donc 320 quintaux de maïs avec 220 unités d'azote à 1,20 m. Donc se dire qu'on sème à 75 ou à 60 cm, c'est peut-être pas forcément la bonne piste. Il faut laisser de l'espace, je pense. Donc on va creuser ce phénomène-là dans les années à venir. Là, l'essai il représentait 1 hectare. Je pense que l'année prochaine, on va plus que tripler la surface. Mais là, c'est un couvert, peut-être la photo du coup. Non, tu l'as pas. C'est un couvert multi-espèces, donc j'avais mis du lab. Il y avait du soja, du trèfle nain, du trèfle violet, du soja, la lentille, la luzerne. Il y avait du blé tendre Absalon. Mais dans la photo qu'on a vue au départ, le blé a sorti dans les premiers. La lentille est venue et tout a venu et en fait le blé a disparu. Mais je pense qu'il n'a pas disparu que par le couvert, c'est aussi par des pathogènes. Je n'ai pas fait d'enrobage et donc là, je me suis retrouvé à être bouffé carrément, quoi. Ouais. Il te reste 30 secondes, tu peux conclure. L'autre piste que j'ai, c'est de la recherche aussi, c'est une application d'un produit à base de bactéries qui produit de l'azote de l'air. Et en fait, c'est une bactérie qu'on pulvérise sur le maïs, qui rentre dans la feuille, reste dans la feuille. Ce n'est pas comme les autres bactéries qui descendent, qui montent. Elle reste dans la feuille et se nourrit du méthanol. Et là, on a un gain de 10 à 25 quintaux hectare pour un investissement de 50 € l'hectare. Pour moi, c'est encore trop cher, donc je suis un peu dans la recherche de multiplier cette bactérie-là. Et donc, peut-être par des jus de plantes ou par des multiplications. Ouais. Voilà, un peu la recherche que je suis après en mettre en place. Ouais. Voilà, nous revoilà. Et donc, des réactions? Des réactions, moi je suis toujours bluffé par le dynamisme de ces équipes. Et ensuite, on a ouvert quand même un nouveau dossier avec le témoignage de Valérie qui nous donne des pistes sur comment booster la biologie du sol, hein, avec des enzymes, avec des bactéries, etc. Et ça nous amène à écouter Stéphane Biot qui avec son groupe donc, dans Lyon a développé les macérations d'ortie, de bardane, etc. et qui a des résultats étonnants. Donc on va s'apercevoir qu'on est sur un deuxième volet de l'ABC avec l'arrivée de ces ferments biologiques qui peuvent faire jusqu'à 50 à 60% de la réussite, alors qu'on avait travaillé au départ que sur le travail du sol, que sur le végétal. Là aujourd'hui, c'est un nouveau domaine passionnant. Vous allez le voir avec Stéphane. Pour l'ABC qui vient vraiment, ça vient compléter tout ce qu'on a vu sur les 2 premiers épisodes. Exactement. Voilà. Quentin? Oui, Philippe a tout dit, je pense qu'on peut envoyer Stéphane. C'est parti. Donc, Stéphane Biot, agriculteur en zone de plateau séchant, on va dire très superficielle, en zone intermédiaire, en argilo-calcaire.
en grande culture sur 500 hectares. Et depuis 2011, on utilise les macérations sur nos cultures. Au départ, c'était en agriculture conventionnelle et ça a été un levier important dans la limitation de l'utilisation de la chimie. Et on se concentrait sur les observations des plantes et de leur état sanitaire. Éventuellement, ça joue un petit peu un rôle sur l'état nutritif, mais attention à ne pas en abuser quand même. Par contre, on a mis plus longtemps à voir les effets intéressants des macérations et des produits naturels sur le sol. On a complètement un peu occulté ça. Et il y a beaucoup de problèmes quand on change le système et qu'on veut aller vers un sol vivant. Beaucoup de problèmes qui sont quand même résolus avec l'utilisation des macérations. Je m'explique, ça peut être au niveau de la structure, avec la granulation de la terre en surface, qui se fait beaucoup plus naturellement, une meilleure exploration racinaire, une meilleure portance des sols. J'ai même des retours d'expérience de gens qui ont complètement supprimé des mouillères dans des champs. Et puis, plus récemment, j'avais arrêté depuis un certain nombre d'années, je ne sais plus exactement combien, mais pas loin de 10 ans, de faire des analyses de sol classiques, puisque j'apportais plus beaucoup de crédit à ce genre d'analyse. J'ai refait des analyses de sol, et avec tout l'historique des analyses de sol parcellaires, on est plusieurs dans le groupe à faire le même constat. C'est vrai que ce n'est pas scientifique, ça demanderait peut-être à vérifier en faisant des contre-analyses dans un autre labo pour voir si corriger un petit peu le gain de matière organique, mais en fait, depuis qu'on est en semi-direct, on gagne 0,1, 0,15% de matière organique par an, et depuis qu'on utilise des macérations, on est plusieurs dans le groupe, on voit qu'on fait x2 en gain de matière organique par an. On est à 0,3, 0,35 points de matière organique par an, et c'est pas négligeable. On a une activité agricole aggradante, et arriver à faire ça, et là, passer en bio, et j'espère pouvoir continuer à maintenir ce rythme-là en bio, pour moi, c'est arriver à produire et à avoir une activité aggradante sur le sol. Je ne vais pas dire que c'est une révolution en agriculture, mais c'est un beau challenge en tout cas. Voilà. J'ai démarré l'agriculture de conservation en 2004. Et puis, ça se passe bien les 2, 3, voire 4 premières années. Et puis après, on rentre vraiment dans les processus biologiques, naturels qui s'enclenchent. Et c'est là qu'il y a certains déséquilibres entre les ravageurs, par exemple, et la prédation derrière. Donc, il peut y avoir des explosions de limaces, il peut y avoir du salissement, il peut y avoir énormément d'indicateurs, tout du moins que le milieu évolue. Et même si sur certaines parcelles, on trouve des solutions, des fois, au bout de 8 ou 9 ans, il y a encore des parcelles qui sont encore en transition. Et depuis qu'on utilise les macérations, je pense notamment à une commune sur laquelle on vient de faire un aménagement foncier et des parcelles que je cultive que depuis 3 ans, eh ben, je ne vois presque plus la différence avec des parcelles qui ont 15 ans, 20 ans d'arriéré en agriculture de conservation. Il y a encore une petite différence de couleur, les taux de matière organique, ils ne sont pas au même niveau, j'entends bien, mais cette période de transition qui est parfois compliquée à vivre pour un agriculteur, là, elle est réduite à une peau de chagrin et je ne vois pas d'autre explication que les macérations. Merci pour l'interview de Stéphane. Oui, ben moi qui ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane sur une formation complète, je peux inviter tous les groupes qui veulent vraiment avancer d'une façon bien construite sur ces questions de macération. Vous pouvez vous rapprocher de Stéphane et de son groupe pour vraiment mettre ce nouveau volet en route chez vous, quoi. C'est ça. Et voilà, moi je te rejoins Philippe pour avoir assisté à une formation, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette dynamique où c'est des agriculteurs qui partagent leur passion et leurs expériences, donc il y a de la réussite, mais il y a eu aussi des échecs et c'est important d'en passer par là, c'est ce qui forge l'expérience. Et donc là on va aller, j'ai le plaisir d'introduire l'interview de Frédéric Barbeau qui fait partie de ces agriculteurs chercheurs qui expérimentent et qui en fait depuis l'arrêt du labour au début des années 90, sont passés en bio en 2010 et expérimentent aujourd'hui du mulching de surface avec beaucoup de couverts végétal et tout ça. Donc il va nous expliquer en détail la technique qui est mise en place aujourd'hui sur la ferme. Donc pourquoi le semi-direct en AB ça ne fonctionne pas?
Parce qu'on a des gros problèmes d'abord gestion du salissement et gestion de la minéralisation de l'azote. Donc quand il n'y a pas de travail de sol, il n'y a pas de minéralisation. Pas de minéralisation, ça veut dire que les plantes ne poussent pas. Et quand les plantes ne poussent pas, le cycle est entre guillemets raccourci. Enfin, on ampute le rendement. Donc ça a été essayé. On a poussé ça de 2010 à 2014. On a fait du semis direct strict en bio sur couvert vivant, du semis direct strict sur chaume de culture de printemps. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas anticiper les échecs et on ne sait pas du tout quand ça va réussir et quand ça va partir en live. Et voilà, en gros, il y a 50% de réussite, quoi. Ben, le compromis, c'est le scalpage de surface. Donc, le semis direct, on va dire qu'il est possible ponctuellement sur une culture d'automne, derrière une culture de printemps, si la culture de printemps a été bien réussie et qu'il y a une agrégation qui est bonne et que le niveau de salissement il est nickel, là on peut tenter un semis direct et l'emmener au bout. Et aujourd'hui, il faut être capable de pouvoir aller biner un semis direct. Si on ne peut pas aller biner un semis direct, on est quasiment sûr d'aller à l'échec avec les problèmes de minéralisation. Et après, au printemps, le semis direct, au jour d'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'à l'automne. Donc la seule solution que nous, on a trouvée aujourd'hui, c'est le compostage de surface. Voilà. Donc scalpage, peu importe avec quel outil, nous c'est un rotor, hein, c'est un SEM exact, pour détruire le couvert vivant directement en place. Alors donc aujourd'hui, pour détruire un couvert vivant ou une prairie temporaire, type luzerne ou trèfle violet, enfin peu importe laquelle, on utilise le mulching de surface. Donc pour ça, on utilise un hors-chaîne exact, donc un rotavateur, enfin peu importe l'outil, c'est un axe horizontal à lame droite, de façon à scalper 100% de la surface sur les 4 premiers centimètres. Donc du coup, ça fait un mélange terre-végétation. On met plutôt la végétation en surface et c'est légèrement ensemencé saupoudré de terre, on va dire, le scalpage, ce qui permet de lancer une phase de décomposition de matière. On ensemence les micro-organismes du sol sur la matière, et donc ça lance la phase de décomposition. Et cette phase de décomposition, elle dure 3 semaines, et donc pendant ces 3 semaines, on ne peut pas semer. Voilà, c'est un diagnostic qu'on a établi par différents essais. Si on sème directement dès le lendemain du mulching de surface, on va droit dans le mur. On est en pleine phase où les micro-organismes du sol migrent pour dégrader la matière. Et donc là, ce n'est pas du tout un état propice pour pouvoir faire lever une graine. Donc la graine va germer, ça va lever, mais après ça va végéter, et ça va végéter tout le long de son cycle, ça ne va jamais pouvoir récupérer le retard. Et donc là, on va droit dans le mur. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est 3 semaines de carence, donc 3 semaines d'attente entre le moment où on fait le mulching de surface et le moment où on vient semer la culture de printemps. Donc voilà la solution que nous on a trouvée. Donc après, ces 3 semaines peuvent être raccourcies si aujourd'hui, certaines personnes appliquent des EM ou des micro-organismes. On peut injecter des micro-organismes au fraisage. Et donc là, on peut réduire le temps de décomposition. Merci pour ce témoignage. Là, on est quand même sur un épisode très dense en technique. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, Frédéric, comme Stéphane Billotte, a énormément travaillé sur son itinéraire. Et il l'a en plus rendu très pédagogique. Il est très sollicité pour exposer toute sa démarche. Et puis l'avantage de Frédéric, c'est qu'il est très carré. Ça marche, ça marche pas. Et je pense que les gens qui ont eu l'occasion soit d'aller visiter chez lui, soit de le voir en formation, sont ressortis avec une idée assez claire de ce qu'ils pouvaient commencer à mettre en place chez eux. Voilà. Je rajouterais quelque chose, Philippe. Ça marche, ça marche pas dans son contexte. C'est-à-dire que comme Stéphane Billotte et comme les épisodes qu'on a vus précédemment, tout le monde est dans cette dynamique de transparence, d'ouverture d'esprit et de manière aussi très terre à terre de partager ce qu'on fait, mais sans avoir vraiment... Il n'y a pas de choses qui marchent
dans tous les contextes, quoi. Oui, Et c'est il leur faut être- expérience à faut eux rester- dans ce contexte, dans Oui, ce exactement. sol. Faut rester très, très humble. Tout le monde reste très humble. Et donc, chez Frédéric Barbeau, on a un système qui fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. On travaille encore le sol et il espère, en fait. Et c'est pour ça que C'est une on étape. est. Il Voilà, est à c'est une étape. mais qui est très claire et moi je trouve qu'il valide un itinéraire sécurisé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a eu pas mal d'échecs et il a éclairci les choses et il dit moi je m'en tiens là, aujourd'hui ça marche, après qu'est-ce qu'on essaye d'autre, mais pour l'instant ça on le tient, et il fait partie de ceux qui font le mieux quand même au niveau de tous les gens qu'on connaît. Donc ça je trouve que c'est une vraie richesse, quoi. Avec une démarche du coup très carrée, très Oui. organisée. Ouais. Et il réussit à transmettre quand même En formation, oui, oui. en journée d'échange, voilà. Ah oui, les gens repartent avec des idées claires, hein. C'est comme Stéphane Billotte. mais un exemple de méthodologie aussi. C'est exact, Oui. exact, ouais, d'observation. Ouais. D'observation. Et en fait, on dit souvent l'agriculture bio de conservation des sols, c'est une boîte à outils. Donc il y a dedans les macérations, les couverts végétaux, le non-travail du sol, l'utilisation des composts, etc. Et Frédéric et Stéphane font partie de ces gens qui ont hiérarchisé un peu les problématiques, et donc je traite mon sol, je fais le maximum, ensuite je fais peut-être des macérations, j'essaye aussi de travailler sur le triage stockage, enfin tous les leviers d'action ils sont activés et ils essayent des choses et voilà de manière très pragmatique encore une fois, et l'idée elle est bien là, c'est de réussir à faire des liens de causalité, de voir quand je modifie ma pratique, est-ce que c'est ce qui me permet d'aller plus loin ou est-ce qu'en fait moi, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation, mais en fait, c'est peut-être la bonne année et qu'il a fait soleil cette année-là et que finalement, mon changement de pratique agricole, c'est pas celui-là qui m'a fait réussir. Donc là, il y a une importance à vraiment réussir à avoir des bons indicateurs et à vraiment caractériser une méthode de recherche. Et ça, on va peut-être en parler dans l'épisode 4. Non, Philippe? Oui, on rentre dans une analyse de ce qui est expérimenté, où on essaie d'élargir les questions qu'on peut se poser. Par exemple, au lieu de prendre simplement comment avec une bineuse on détruit telle ou telle mauvaise herbe, eh bien par exemple on va rentrer dans le cycle de ces mauvaises herbes, comment les graines se conservent, comment dans la rotation elles peuvent se détruire ou réapparaître. Et donc on commence à rentrer dans une analyse système, et la clé de la réussite elle est dans cette analyse système pour vraiment les faire évoluer dans le bon sens. On n'est plus dans la petite recette technique, le rêve là auquel les gens s'accrochent, semer en direct ou faire tout en labour. En fait, vraiment... voilà, on est sur un, vraiment, on commence à rentrer dans une synthèse des problématiques qui à la fois compliquent le jeu, mais aussi on ne pourra pas faire l'abstraction de cette analyse globale pour progresser. Bah, très bien, je pense que c'est un épisode qui illustre très bien les magazines de l'ABC avec ce partage d'expérience. Vivement l'épisode 4, j'ai envie de dire. Ah oui, là, donc, ça va donner. Là, oui. On ira voir Thomas Quenier qui est à Sivam Bio 53. Et on aura aussi 2 témoignages. Donc, à très vite. Merci J'ai envie beaucoup, de dire Hélène. merci beaucoup. Hélène.